Et je vais laisser la parole maintenant à Benjamin Fiorini. Merci d'être là. Professeur de droit, secrétaire général de l'association Jurdi. Jurdi, cela signifie l'association des juristes pour le respect du droit international. Alors, il y a du boulot. Hein. Donc, je lui demande d'évoquer, s'il veut bien, la question de la famine. On a longtemps dit armes de guerre. Est-ce que maintenant on pourrait pas presque dire armes du génocide? À vous la parole, Benjamin. Merci. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice, de me donner la parole. Merci à tous d'être là ce matin, d'avoir donné votre samedi matin à cette journée de solidarité. Et merci à IAD pour ces diffusions-là. Alors, c'est des images que j'ai découvertes pour ma part. Et quand je vois ces images, ça me fait tout de suite penser à la phrase de Charles Péguy qui disait il faut toujours avoir le courage de dire ce que l'on voit, mais il faut avoir aussi le courage, et c'est plus difficile, de voir ce que l'on voit. Quand je vois l'état du débat public français sur cette question-là, avec encore des personnes, et nombreuses hélas, à la fois dans les sphères politiques et médiatiques, qui nient la dimension criminelle de la situation à Gaza, je me dis qu'on a en France beaucoup de personnes qui n'ont pas ce courage de voir ce qu'elles voient. Alors, si j'essaye de mettre ça dans une perspective juridique, alors d'abord je rappellerai quelques chiffres que vous connaissez tous, je présume, aux dernières estimations et qui sont forcément sous-estimées. On aurait dans la bande de Gaza actuellement plus de 70 000 morts directs, dont 70% de femmes et d'enfants. On parle bien des morts directes, donc comme ça a été dit tout à l'heure, ça ne comptabilise pas les morts indirectes, et notamment d'ailleurs les morts dues à la famine, qui ne sont pas comptabilisées dans ce chiffre-là. 170 000 blessés, dont 45 000 enfants, et une situation qui perdure malgré le pseudo-cessez-le-feu, puisque de cessez-le-feu, il n'en a que le nom. Vous savez que depuis ce cessez-le-feu, on a plus de 300 victimes, dont là encore une bonne proportion d'enfants. Et pour ce qui est de la famine, on a des estimations très récentes qui nous montrent qu'on a, au bas mot, 640 000 personnes dans la bande de Gaza exposées à une famine aiguë, et on a d'autres indicateurs qui nous permettent d'en attester. Par exemple, si on regarde le nombre d'enfants admis dans des structures hospitalières ou tout du moins médicales, on a à peu près 23-24% de ces enfants qui sont en situation de malnutrition aiguë, et on a aussi des données concernant les mères enceintes ou en situation d'allaitement qui, pour plus de 40% d'entre elles, sont également victimes d'une malnutrition aiguë. Donc la famine perdure à Gaza, et vous savez que certes, on a eu une période pendant laquelle toute entrée d'aide humanitaire était bloquée dans la bande de Gaza, c'était entre mars et mai 2025. Depuis, il y a de l'aide humanitaire qui entre, mais de manière totalement sous-calibrée par rapport aux besoins de la population, ce qui donne lieu à la continuation de cette situation de famine. Alors, si je fais le pont entre ces données-là et la question juridique, souvent, dans le débat public, et notamment de la part du ministère des Affaires étrangères, on entend parler au sujet de cette situation de catastrophe humanitaire. Alors effectivement, c'est une catastrophe humanitaire, mais ce n'est pas que ça. Parce que parler de catastrophe humanitaire, ça vient taire la cause de cette catastrophe humanitaire. Et pour identifier cette cause, il faut essentiellement passer par des données juridiques qui sont des données criminelles. On doit parler de crimes en lien avec ces situations de famine, et il y a en vérité 3 qualifications pénales qu'on peut mobiliser si on regarde le statut de Rome, c'est-à-dire le statut qui prévoit la compétence de la Cour pénale internationale. La première qualification, elle a déjà en quelque sorte été retenue par la Cour pénale internationale quand elle a émis des mandats d'arrêt le 21 novembre 2024 contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. C'est la qualification de crime de guerre, puisque le fait d'affamer une population dans le cadre d'une guerre telle qu'elle est menée actuellement, c'est effectivement un crime de guerre. Il y a une autre qualification qu'on peut mobiliser, c'est celle de crime contre l'humanité, et plus précisément de crime contre l'humanité commis sous la forme d'une extermination, puisque le statut de la Cour pénale internationale prévoit que le fait d'avoir une politique où on calcule finalement la privation de ressources d'une population aux fins d'entraîner sa destruction doit être analysé également comme un crime contre l'humanité lorsque ça intervient dans le cadre d'une attaque systématique ou généralisée contre une population. Pour l'instant, la Cour pénale internationale n'a pas émis de mandat d'arrêt de ce chef, c'est-à-dire qu'elle a émis des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité, mais sans viser la qualification d'extermination. Mais bien entendu, c'est réversible. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale pourra, à terme, et on l'espère en tout cas au niveau de notre association, retenir justement cette qualification d'extermination en tant que crime contre l'humanité.
Et enfin, bien évidemment, il nous semble, au sein de notre association, que cette famine orchestrée, organisée, calculée, planifiée, est également un moyen de commettre par l'armée israélienne et par les dirigeants israéliens un crime de génocide. Pourquoi ? Parce que cette qualification de génocide, elle est précisément définie, là encore, par le statut de la Cour pénale internationale qui reprend la définition donnée dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Et le génocide est défini de la manière suivante. C'est une série d'actes graves, donc ça va être des meurtres, ça va être des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique, ça va être soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle, et ça va être également les transferts d'enfants. Tout ça, ou ne serait-ce que l'un seul de ces actes, réalisés avec l'intention de détruire tout ou partie de la population, je dis bien tout ou partie, sur une base nationale, raciale, ethnique ou religieuse. Il se trouve que cette qualification, elle est étayée par à la fois de nombreuses décisions rendues au niveau international et par de nombreuses ONG. Vous savez tous que dès le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice a admis qu'il y avait un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza, a demandé à 3 reprises à Israël de mettre en place des mesures conservatoires pour faire cesser ce risque, mesures conservatoires qu'Israël n'a absolument pas respectées. Vous savez également qu'il y a de nombreux rapports qui ont été rendus, que ce soit sous l'égide de l'ONU ou que ce soit par des organisations internationales. Je pense à Amnesty International, je pense à Médecins sans frontières, je pense à Human Rights Watch, je pense à énormément d'organisations qui ont étayé finalement cette qualification de génocide. Alors, quand on parle de génocide, bien sûr, on parle des meurtres, donc on parle des bombardements, on parle des tortures qui ont été mises en évidence dans la dernière, notamment dans la dernière Gaza Story que nous avons vue, tortures à la fois physiques et psychiques. Je pense à ces images qui ont été présentées, montées de la mer coupée en deux. Ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est que la torture peut aussi avoir une dimension psychologique, mais on peut considérer que la famine orchestrée, pensée pour détruire la population, peut également être un moyen de commettre le crime de génocide. Et ça répond en fait à 2 des éléments que je vous ai soumis, à savoir une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique, ou encore soumettre une population à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle. Étant précisé plusieurs choses. La première, c'est que la famine, ça ne se limite pas au fait d'entraver l'entrée d'aide humanitaire. Ça va concerner aussi la destruction des terres agricoles, par exemple, c'est-à-dire l'incapacité pour la population gazaoui à assurer sa propre subsistance. Je regardais les derniers chiffres, et les derniers chiffres nous apprennent qu'actuellement, à Gaza, il n'y aurait plus que 1,5% de la terre qui serait exploitable, c'est-à-dire que tout le reste a été rendu inexploitable par les bombardements, par les déchets et par la toxicité qui est associée, ce qui prive Gaza d'une autonomie alimentaire, étant précisé que sur les 1,5% de terres agricoles restantes, la plupart sont en vérité rendues inaccessibles aux Gazaouis par l'armée israélienne, de sorte qu'ils ne peuvent pas y accéder et par conséquent pas s'alimenter par ce biais. Autre élément qui me semble important de souligner, c'est la situation de l'UNRWA. Vous savez que l'UNRWA est particulièrement ciblé par Israël, qui l'empêche de fonctionner de manière effective, en dépit d'ordonnances et d'avis, un avis très récent qui a été rendu par la Cour internationale de justice le 22 octobre 2025, qui dit noir sur blanc que ce comportement de la part d'Israël est un manquement flagrant à ses obligations internationales, ce qui n'empêche pas Israël de poursuivre cette entreprise de destruction totale de l'UNRWA. Bref, nous avons là tous les éléments caractéristiques, manifestement, d'un crime de génocide commis également par le biais de cette famine orchestrée. Alors je fais maintenant le lien avec justement cette question du futuricide. Il faut savoir que le futuricide, ce n'est pas un concept juridique consacré, c'est-à-dire que ce n'est pas un concept qui apparaît par exemple dans le statut de la Cour pénale internationale ou dans le Code pénal. C'est un concept qui justement a été théorisé, vous disiez tout à l'heure, par Stéphanie Latabdallah et qui a été repris depuis. Et alors que j'essaierai pour ma part de définir de la manière suivante, c'est en fait une série d'actes intentionnels qui vont tendre à ce qu'une population déterminée ne puisse plus se projeter à l'avenir en tant que population, en tant que peuple, plus exactement. Ou on pourrait aussi dire que c'est une incapacité pour ce peuple à se projeter sur le territoire qui lui appartient, où il veut s'inscrire en tant que peuple. Et alors, ce qu'on peut dire, c'est que la famine,
effectivement, est l'un des éléments qui concourent à ce futuricide. Pourquoi ? D'une part, parce qu'elle efface le peuple, tout simplement en le détruisant actuellement, parce qu'elle affaiblit ses capacités physiques de reconstruction et parce qu'elle l'affaiblit mentalement. Elle l'affaiblit psychologiquement, de telle sorte qu'il devient difficile de se projeter dans l'avenir. Et ce qu'il faut ajouter, c'est que cette famine, si c'est un élément du futuricide, vient s'associer à d'autres éléments qui contribuent à ce futuricide. On en a parlé tout à l'heure, c'est notamment le fait de détruire, de vouloir déraciner culturellement cette population par le bombardement de tous ces lieux de culte, par exemple, le bombardement de ces cimetières. Il faut savoir qu'à Gaza, les vivants ont été bombardés, mais les morts aussi ont été bombardés, et le sont toujours d'ailleurs. C'est la destruction de tout ce qui fait le peuple, de tout le passé qui forge le peuple. Et je vais ajouter aussi un élément qui me semble important, c'est que le futuricide, à mon sens, il est aussi réalisé par la privation de toute perspective de justice. C'est-à-dire que quand on parle de la paix ou du soi-disant plan de paix de Donald Trump, qui a été, vous le savez, consacré récemment par une résolution des Nations Unies, sur laquelle je vais revenir dans un instant, on parle d'une paix sans justice en vérité. Et parler d'une paix sans justice, je ne suis pas certain que ça soit parler de paix. Et je pense que ça contribue au futuricide dans le sens où ça crée une insécurité sur le devenir du peuple. Ce plan de paix de Donald Trump, il faut savoir qu'il contient des violations qui sont majeures et manifestes du droit international. Il ne respecte pas le droit à l'autodétermination des peuples, tout simplement parce que Gaza, comme vous le savez, va être géré par ce qui est appelé un conseil de paix depuis l'extérieur, de telle sorte que l'avenir de la population gazaoui n'appartiendra pas à la population gazaoui, ou on va dire à la population palestinienne en général. Il contient des violations majeures de tous les avis et de toutes les ordonnances rendues jusqu'à présent par la Cour internationale de justice, puisque par exemple, ce plan de paix ne dit strictement rien, et cette résolution ne dit strictement rien sur l'obligation d'Israël d'assurer les moyens de subsistance minimaux à la population gazaoui. Au titre de la 4e Convention de Genève, il se trouve qu'Israël, en tant que puissance occupante de la bande de Gaza, a normalement l'obligation de fournir à la population sous occupation tous les moyens nécessaires à sa subsistance. Et bien évidemment, on sait qu'Israël ne le fait pas, et la résolution onusienne ne fait même pas ce rappel, ne prend même pas la précaution de faire ce rappel-là. Ça signifie que on est sur une perspective de paix sans justice, et une perspective de paix sans justice, pour moi, n'est pas une véritable paix et n'est pas porteuse d'un avenir pour le peuple palestinien qui soit un avenir sécurisé et contribue par conséquent à cette thèse du futuricide. Alors, au niveau de notre association, justement, on regrette bien évidemment que ce plan de paix s'inscrive dans cette dynamique-là, qui heurte des fondamentaux du droit international. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre association, on œuvre justement pour faire en sorte que, au maximum, pour contribuer à faire en sorte que ce droit international soit respecté. Et parmi les initiatives que nous avons prises, il y a notamment un recours que nous avons intenté contre l'État français pour violation de son obligation de prévention du crime de génocide. Il faut savoir qu'au titre de la Convention 1948 sous la prévention du crime de génocide, la France, comme tous les pays du monde d'ailleurs, a une obligation de mettre en œuvre tous les moyens qu'elle a raisonnablement à sa disposition pour mettre fin à un crime de génocide, en tout cas pour empêcher qu'il ne se commette lorsqu'on a des éléments suffisants laissant penser qu'il est en cours de commission ou qu'il est sur le point de se commettre. Et comme je le disais tout à l'heure, vu que depuis le 26 janvier 2024, donc ça fait très longtemps, on a une ordonnance de la CIJ qui nous apprend qu'il y a un risque plausible de génocide dans la bande de Gaza, ça signifie qu'au moins depuis cette date, la France est au courant que ce risque existe. Et qu'a fait la France concrètement pour mettre fin à ce risque de génocide ? La réponse, en vérité, c'est rien. Pas de sanctions économiques, même pas de sanctions individuelles ciblées contre des dirigeants israéliens, quand bien même ces dirigeants israéliens appelleraient ouvertement au nettoyage ethnique. Aucune mesure, que ce soit sur différents plans, même pas, on n'est même pas arrivé à mettre fin à la livraison ou au transit d'armes, parce que vous savez qu'il y a encore des armes qui transitent par notre pays pour ensuite aller en Israël, où ces armes seront potentiellement utilisées pour commettre les crimes dont je parlais tout à l'heure. Alors vous savez que le gouvernement se défend en disant que ce sont des biens qu'on appelle à double usage, c'est-à-dire que c'est des biens qui soit sont défensifs,
soit auront vocation à être réexpédiés par Israël. Le problème étant qu'en vérité, le gouvernement français n'a aucun moyen de s'assurer de cela. Et que, par ailleurs, il y a un traité qui s'appelle le traité sur le commerce des armes, qui prévoit en fait l'interdiction de prendre le risque de contribuer à ce type d'entreprise criminelle ou génocidaire, sans faire la distinction selon qu'il s'agisse de biens à double usage ou pas. Donc la France est en dehors des clous, et alors on aura bientôt évidemment une audience devant le Conseil d'État. Je ne vous cache pas qu'on a reçu la réponse du gouvernement français, c'est assez savoureux, hein. On a quand même des arguments qui consistent à dire, par exemple, que l'obligation de prévention du crime de génocide n'est pas encore déclenchée dans la mesure où aucune juridiction internationale n'a constaté qu'il y avait véritablement génocide. Ce qui est quand même enfin, si vous voulez, c'est un raisonnement qui est parfaitement illogique, puisque par définition, la prévention s'applique avant que ne survienne la chose. Donc si vous attendez que survienne la chose pour essayer de la prévenir, vous n'allez pas prévenir grand-chose. Bon, c'est un peu les arguments de cet acabit qui nous sont répondus, donc on verra l'issue plus tard. Et deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est que la France, elle a une autre obligation au point de vue international, c'est de tout faire, pour faire en sorte que le droit international humanitaire soit respecté. C'est-à-dire qu'elle a normalement l'obligation de faire pression sur Israël pour que Israël respecte ses obligations humanitaires, dont celle que j'expliquais tout à l'heure, à savoir fournir à la population sous occupation les moyens nécessaires à sa subsistance. Et là encore, on se rend compte que la France ne fait rien, et je pourrais dire d'ailleurs que l'Union européenne, plus largement, ne fait rien non plus. Alors, je vais juste conclure d'une phrase. Je dirais que ce qui se passe à Gaza, actuellement, engage une partie de notre humanité. Parce que le droit international dont je vous ai parlé, c'est un droit qui a été édifié après la Seconde Guerre mondiale, sur l'idée selon laquelle il y avait des actes tellement affreux, immondes, qui révulsent tellement notre conscience, qu'on est dans l'obligation de les refuser. Et dans ce sens-là, je dirais que défendre aujourd'hui les droits du peuple palestinien, qui sont bafoués dans cette résolution de l'ONU, les droits du peuple palestinien, que ce soit le droit à l'autodétermination, dont je parlais tout à l'heure, et plus en lien avec mon sujet, le droit à la vie et le droit à la santé, eh bien c'est aussi défendre une part de notre humanité. Alors, merci beaucoup, Benjamin Fiorini. On va parler justement du droit à la santé juste après. Alors, vu qu'on a pris du retard, je prends une question ou une remarque seulement dans la salle. Le plus rapide, c'est monsieur. Merci pour toutes ces explications très approfondies. En fait, on ne va jamais jusqu'au fond de ce qui se passe réellement, notamment au niveau juridique. Je vais poser une question avec tout le cynisme dont je suis capable. Est-ce qu'on peut dire que depuis ce cessez-le-feu, le dernier, ou ce soi-disant cessez-le-feu, on assiste à un génocide allégé ou pas? Bon, alors, oui. Merci. Allez-y, madame. Moi, je voulais savoir si, en fait, il y a alors je vais appeler ça comme ça, une hiérarchie des normes entre la résolution du Conseil de sécurité qui avalise le plan Trump et la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 septembre 2024, puisque cette résolution de l'Assemblée générale des Nations unies de septembre 2024 pose bien les choses en termes d'autodétermination, en termes de fin de l'occupation israélienne, fin de tout ça qui ne figure absolument pas dans la résolution donc du Conseil de sécurité. Donc que prévaut, et comment un pays comme la France, qui a voté les deux, voilà, comment on peut expliquer ça, qui est un peu schizo, quoi. Enfin, je veux dire, qui vote à la fois une résolution qui respecte finalement le droit et une autre qui la bafoue complètement. Donc, qu'est-ce qui prévaut, en fait? Voilà, une question. Merci.
Oui, alors sur la première question, alors je ne sais pas si je parlerai de génocide allégé, même si je comprends le caractère de la remarque, mais tout simplement de perpétuation, de continuation de l'entreprise génocidaire, qui se fait de manière peut-être plus discrète, mais qui perdure à la fois dans sa matérialité, c'est-à-dire qu'il y a des morts, il y a des tortures, il y a des actes qui correspondent parfaitement à la qualification de génocide, et il y a une intention, elle aussi, qui perdure, qui est toujours la même, et qui tend à l'effacement de ce peuple, de cette population. Et pour la deuxième question, alors il va être difficile de répondre parce que précisément, ça va être l'enjeu juridique des prochains mois, de déterminer quelle est la hiérarchie. Alors nécessairement, du côté de notre association, nous on pense plutôt que la hiérarchie devrait être la suivante, c'est-à-dire que ce qui devrait primer, c'est ce qui a été considéré jusqu'à présent comme des normes impératives du droit international. Et selon nous, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ne peut pas aller à l'encontre de ce qui était considéré auparavant comme une norme impérative et par conséquent inconditionnelle du droit international. Ceci dit, ce n'est pas nous qui avons les cartes en main, donc nécessairement nous allons plaider dans ce sens, mais nous verrons la réponse juridique qui sera apportée les prochains mois. Oui, merci. Donc, effectivement, je ne sais pas s'il est allégé, hein, ce génocide, mais il est en cours. Moi, je dis jamais génocide, je dis génocide en cours, toujours, parce que nous pouvons l'arrêter quand même, en arrêter le déroulement funeste. Hein. Et donc cette journée, et d'ailleurs la manifestation de cet après-midi, est un petit peu marque cette volonté d'arrêter ce génocide qui est en cours.